des chefs et des sous-chefs est ainsi simplifiée. Cette simplification permet à l'administration belge d'avoir plus d'influence sur ceux qu'elle décide de laisser en place et facilite ainsi l'exercice du pouvoir colonial. Dans cette même logique, les Ganois sont associés aux Tutsis. Peu à peu, les deux catégories se mettent à se confondre et en réalité, Batutsi et Baganois deviennent tous, en gros, les chefs et les supérieurs. Si j'ose dire, ça devenait trop complexe peut-être dans l'esprit des colonisateurs, toutes ces distinctions. Alors en plus, à l'intérieur même des lignées dynastiques, il fallait faire la distinction entre les familles issues de Mouési, les familles issues de Ntaré et encore deux autres. Ça devenait un petit peu compliqué. À mon avis, c'est aussi une manière d'uniformiser et de simplifier la vision politique qu'on peut avoir du Burundi. La colonisation arrivait et voit dans la société burundaise une société antagoniste. Une société antagoniste dans le sens où il y a plusieurs catégories de population, bien sûr. On parle d'amoko, la race, on a parlé de tribus, on a parlé d'ethnie. Et chaque fois, bien sûr, avec une connotation idéologique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire dans le sens de ramener la société burundaise à sa plus simple expression. Ça veut dire une société est capable donc d'émerger ou d'évoluer dans une logique de colonisation. Il fallait plutôt morceler cette société autour des ethnies, autour des tribus. Et la notion la plus retenue par la colonisation, c'est la notion d'ethnie. Au Rwanda comme en Burundi, on rencontre trois groupes ethniques nettement distincts. Les Batutsi, la race dominante, sont venus du nord, menant leurs troupeaux à la recherche de pâturage. Ce peuple de pasteurs s'adonne exclusivement à l'élevage et professe pour tout autre travail un mépris absolu. Les hommes se distinguent par leur haute stature, la finesse des attaches et leur fière démarche. Il faut noter que les Batutsi ne représentent que 8% de la population qu'ils ont soumise à leur autorité. Les Bahutus, qui représentent 90% de la population, sont des paysans bantous, à l'âme lourde et passive, ignorant tout souci du lendemain. Ils cultivent les terres qu'ils avaient progressivement conquises en refoulant les premiers occupants du sol, les pygmées batois, et en détruisant la forêt qui abritait ceux-ci. Leur méthode de culture étant primitive, leur récolte était pauvre. Les Batutsi venus du nord leur apparurent comme des demi-dieux qui leur apportaient une économie supérieure, puisqu'elle n'exigeait apparemment aucun effort, celle de l'élevage du gros bétail. Quant aux Batois pygmoïdes, ils vivaient dans la forêt en petits groupes familiaux, pratiquant la chasse et cueillant les fruits sauvages. Aujourd'hui, la plupart d'entre eux ont renoncé à cette vie primitive et sont mélangés à la population du Rwanda-Urundi. Ils excellent dans les métiers de forgeron et de potier. Le commentaire de ce film, produit par l'administration belge, témoigne de la catégorisation de la population burundaise dans les années 50. En 1951, des études anthropométriques sont menées par Jean Yarnaud au Rwanda-Urundi pour évaluer d'éventuelles spécificités physiques qui distinguent les Hutus des Tutsis. Les résultats ne montreront jamais de distinction claire entre chaque ethnie. Malgré tout, il ne remet pas en cause le schéma assez tranché des différentes races. Voilà, ce livre, finalement, c'est celui d'un scientifique, mais qui est coincé dans sa fonction, dans le cadre colonial. L'IRSAC est une création de la colonisation belge. On n'imagine pas un scientifique se mettant à dire, vous savez, arrêtez de parler des Hutus et des Tutsis, c'est peut-être plus compliqué. Ce n'est pas une définition anthropologique simple, c'est une définition essentiellement sociologique, et historique et politique, comme on a tendance plutôt donc à le dire aujourd'hui. Mais les théories d'anthropologie physique, elles viennent renforcer l'idée d'un clivage racial qui, lui, n'est pas vraiment constaté dans la réalité. Pour le pouvoir colonial, le but de cette catégorisation est aussi idéologique que politique. Asseoir la nouvelle domination coloniale sur la base de hiérarchies dites naturelles, où les Européens occupent le sommet de la pyramide. De son côté, l'Église catholique ne ménage pas les anciens usages, les superstitions et les mœurs dites barbares.
Elle s'attaque notamment aux sorciers et aux initiés du culte de Kubandwa. L'importance de l'évangélisation fait progressivement disparaître les cultures traditionnelles, les symboles et les emblèmes de la culture ancienne. On a parlé du culte de Kubandwa. On a parlé du Muganuro qui était une fête nationale et ils vont être remplacés par des pratiques nouvelles telles que l'utilisation du chapelet, l'utilisation de la Bible et des livrets de prière. C'est aussi une incursion de l'Église catholique dans tout ce qui faisait le fondement culturel de la société africaine d'une manière générale. L'exemple le plus flagrant, c'est l'action posée, le geste posé par le père Kanonika quand il va à Muramvya justement pour pénétrer dans la hutte de Kadienda. Et il va même s'amuser à détrôner ce Kadienda par la bénédiction, ou disons, il chassait les fantômes ou les esprits mauvais qui entouraient ce tambour. Et le Muganuro lui-même va être saboté dans son essence. La fête du Muganuro, elle disparaît à partir de 1930, c'est terminé. Elle est interdite. Et vous avez ces photos, on voit ces vieux tambours, puisqu'on renouvelle les tambours chaque année, on dit ça y est, le paganisme est mort, le christianisme, le vrai Dieu l'emporte. Et c'est pas un hasard s'il y a coïncidence entre la fin de cette fête et la vague des conversions. Je crois qu'il y a eu un choc collectif, là, culturel, la fameuse tornade du Saint-Esprit, comme disaient les pères blancs. Eh bien, elle est associée à cette cassure, à cette fin vraiment spectaculaire d'une ancienne forme à la fois des croyances et de l'exercice du pouvoir. 1930, c'est pas un hasard. Le jeune roi Mwambutsa est majeur. Il va épouser Thérèse Kanyonga, qui est une princesse chrétienne. Lui-même n'est pas baptisé. Mais enfin, voilà un tournant. Et pour les gens, ça a marqué. Les tambours ne battent plus. Il faudra attendre près de 30 ans pour que les Burundais restaurent la fête de l'Umuganuro, qui sera maintenue jusqu'à la chute de la monarchie en 1966. Parmi tous ces bouleversements pas toujours faciles à vivre pour la population, les missions catholiques et surtout l'administration belge vont aussi lutter contre des fléaux bien réels au Burundi, tels que les famines récurrentes. Une famine n'est pas un seul facteur. Il y a les facteurs, disons, géographiques, tels que des sécheresses prolongées. Il y a des causes politiques. Dans le Burundi ancien, on savait par exemple quand il s'agissait du décès du roi, le Mwami, il y avait un deuil prolongé qui pouvait plonger le pays dans une crise alimentaire grave. Et c'est à partir de ce constat que la Belgique officielle met en place toute une série de mesures tendant à accroître la production agricole alimentaire. C'est ainsi que, par exemple, en 1929, plusieurs stations expérimentales, stations agricoles vont être créées à Karuzi, à Gisozi. Et c'est autour de ces stations que vont se développer de nouvelles cultures. Par exemple, la pomme de terre, qui est d'ailleurs une culture introduite, il faut le dire, par les Allemands. Mais c'est la Belgique qui va convaincre la population, c'est le mot qu'il faut utiliser, parce qu'il y avait des réticences envers une culture qui était supposée chasser la vache. Nous sommes dans les croyances populaires, on ne va pas s'y attarder. Mais ce qui est aussi visible, c'est comment la Belgique va mobiliser d'une manière vraiment effective toute la paysannerie burundaise autour de la production intensive des cultures dites vraiment stratégiques. C'est le manioc et la patate douce. Des cultures qui révolutionnent le monde paysan en termes de production agricole. Et si vous interrogez les Burundais des années 30, on vous parlera d'iméteri, c'est-à-dire chaque paysan ou chaque famille avait l'obligation de cultiver une certaine étendue, 5 arts de manioc, 3 arts de patates douces, et c'était obligatoire. Et cette obligation, quelque part, a produit, disons, des effets positifs. En même temps que la Belgique officielle constatait une faible production agricole, le même constat était dressé en ce qui concernait l'élevage. Si bien que justement, ils vont soumettre, donc ils vont initier des politiques, d'abord, de réduire ce qu'ils appelaient des bêtes inutiles. Ils vont introduire la castration, ils vont introduire de nouvelles races, pour cette fois-ci la production laitière. Et on ne peut pas oublier toute une série de mesures prises pour améliorer la santé animale. Le bain anti-tic, dit dipping tank, en est un bon exemple. La modernisation agricole a donc servi à rééquilibrer la production alimentaire.
Elle permet aussi à l'administration coloniale de générer des bénéfices grâce à des cultures destinées à l'exportation qu'on appelle cultures de rente. Les autorités coloniales optent pour deux cultures, le café et le coton, dont les promesses économiques semblent assurées. Elles décident de réquisitionner la population pour augmenter les taux de production. Le café est une culture d'imposition. Cela veut dire que le Burundais, le paysan burundais, n'avait pas été consulté pour savoir s'il voulait produire du café ou non. C'est l'administration coloniale, ce sont les agents territoriaux, ce sont les chefs locaux, c'est même l'Église catholique qui est invitée à appuyer l'administration coloniale dans cet exercice de faire approuver ou de faire aimer le café par le paysan. Ces cultures de rente obligatoires vont permettre cependant au Burundi d'entrer dans un système capitaliste. La population burundaise a cessé de produire ce qu'elle mange et a appris à produire ce qui peut être exporté. Et ça pouvait être perçu comme une victoire de la Belgique, mais aussi des paysans qui, en plus du ventre, pouvaient accéder aux biens de la modernité, tels que les habits, tels que les maisons construites en dur, etc. Pour améliorer le transport des personnes et des marchandises, l'administration belge développe à partir de 1923 un réseau de routes carrossables qui deviendra en 1960 le plus dense d'Afrique centrale avec 6214 km de routes. Les populations le payent cher en corvée coloniale. Tout le pays va être finalement sillonné par ces routes qui vont être tracées grâce et avec la main-d'œuvre locale. On voit que la population burundaise est appelée pour finalement affronter des reliefs souvent d'ailleurs assez exigeants. Et cette population se retrouve considérée comme une main-d'œuvre serviable ou corvéable à merci. Face à toutes ces obligations, la population parfois réfractaire se voit contrainte à différents types de sanctions. Qu'est-ce qu'il fallait choisir entre une immobilisation morale du nègre, comme on le disait à l'époque, et l'utilisation de la force? Selon certaines opinions, le noir ne serait sensible qu'à la force. Donc, autrement dit, la Belgique va introduire la chicotte. La chicotte, si vous voulez, si vous cherchez dans la langue française, vous ne trouvez pas le mot, peut-être c'est l'équivalent du fouet, et qui était utilisé pour battre les gens. baragwa santimetero ugomba gusasira bagasanga ntigisasiye baca bagufata bakagukubita bakubitisha ikiboko hari hafise ikintu babaze ku mvubu bakakirekire gutya kimeze nk'inkoni bakakubita 8 aha bine aha bindi bine. La punition corporelle, c'est un héritage de toutes les politiques coloniales du début du XXe, et donc il y avait X coups de fouet qui étaient infligés à quelqu'un qui avait été absent sans arrêt de la corvée, ou bien, enfin, pour toute une série de raisons. Parce qu'en plus, l'administration coloniale a multiplié la délinquance, si on peut dire. La délinquance punissable. Si vous aviez bu un peu trop de bière de banane autrefois, que vous vagabondiez sur le chemin, personne ne venait vous punir pour ça. C'est devenu un délit à l'époque coloniale, et ainsi de suite. Comme les prisons n'étaient pas immenses, on remplaçait ça par des punitions corporelles qui ont été abolies très tardivement. C'est comme les corvées. J'ai oublié la date exacte, mais c'est dans les années 50. La population africaine n'est pas restée inerte face justement à cette violence coloniale. La population africaine a su inventer la raison. Et cette raison consistait justement à définir toute une stratégie ou toute une série d'astuces pour éviter cette violence coloniale. C'était, pourquoi pas, la fuite, ce qu'on peut appeler la résistance passive devant la colonisation. On se cachait si on restait à l'intérieur des frontières.